Bien, je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil municipal du 21 février 2022. On laisse les élus prendre place. Je vous informe que Mme Nathalie Peunier m'a donné pouvoir, que Mme Bénédicte Lebailly a donné pouvoir à Cécile Levagarès-Marie et que Jean-Christophe Savary vient de donner pouvoir à Jacques Lebré. Il reviendra peut-être en cours de séance, mais sinon, le pouvoir est donné. En ouverture de cette séance, j'aimerais que la collectivité et le conseil municipal, notre assemblée, rendent 3 hommages. La ville est lourdement éprouvée depuis le début de l'année. Le premier concerne le docteur André Heurtier. Le 6 janvier 2022, le docteur André Heurtier nous quittait à l'âge de 78 ans. Né le 18 août 1943 à Falaise, le docteur Heurtier aura consacré sa vie professionnelle à son engagement médical. Tout d'abord comme médecin de famille, bien évidemment, il était empathique, il aimait les gens, il aimait discuter et soigner bien sûr, mais aussi comme ardent défenseur du service public hospitalier, puisque parallèlement à son cabinet en ville, il travailla comme médecin hospitalier. André Heurtier fut chef du service des urgences de l'hôpital de Falaise pendant de nombreuses années. C'est le 1er janvier 1975 qu'il rejoint le centre hospitalier de Falaise après son internat. Il sollicitera de jeunes professionnels à le rejoindre pour s'investir dans notre hôpital. Je pense au docteur Le Tertre, au docteur Lalaude et bien d'autres. Sous son impulsion, comme président de la commission médicale d'établissement, puis de la commission régionale médicale, le centre hospitalier de Falaise se verra doté d'infrastructures et d'équipements de premier ordre, comme un bloc opératoire de nouvelle génération en 1988 ou bien le scanner. C'était un médecin visionnaire. En effet, c'est en s'appuyant sur sa fibre d'urgentiste qu'il fit évoluer la prise en charge des malades en situation d'urgence vitale, en créant les équipes médicales d'urgence, l'ancêtre du SMUR que l'on connaît bien aujourd'hui. Constatant la perte de chance de vie lors des transports vers les hôpitaux, il initia la médicalisation des ambulances et la prise en charge avant transport des patients. Le CHU de Caen et le centre hospitalier de Falaise furent les seuls hôpitaux de la région à initier cette prise en charge moderne des patients avant que les autres hôpitaux de la région le sollicitent pour des conseils lors de la création de SMUR. Il mettra en œuvre ce concept en étant aussi médecin des pompiers de Falaise durant de longues années. Il restera l'un des médecins qui aura marqué l'histoire de notre ville ces 50 dernières années. J'ai une pensée pour ses enfants, petits-enfants et ses amis. Le samedi 5 février dernier, c'est une figure de la vie associative et paroissiale qui s'en est allée dans sa 89e année. Entouré des siens, je veux parler de M. Jacques Gauchard. Né le 17 mars 1933, Jacques Gauchard était le deuxième d'une famille de 4 enfants. Ses parents étaient agriculteurs. Après avoir validé son certificat d'études, il s'impliqua dans la ferme familiale jusqu'en 1961, année de son mariage, après une coupure de 2 ans pour le service national. Au retour de l'armée, Jacques Gauchard effectuera des activités au sein d'un groupe de la jeunesse agricole catholique à Falaise, notamment. Avec son épouse Simone, il s'installa dans une ferme à Bonneuil. En 1967, Jacques Gauchard entre dans les assurances mutuelles agricoles et la famille s'installe à Falaise. C'est en 1993 qu'il prend sa retraite combien active, car Jacques Gauchard aime se consacrer aux autres en s'engageant. Cela n'échappe pas au père Gabriel, curé de Falaise, qui lui propose une réflexion sur le diaconat à la fin des années 80. L'idée fera son chemin et le 12 juin 1994, il est ordonné diacre à Falaise par Monseigneur Piquant, avec entre autres une mission d'engagement contre les précarités. Jacques Gauchard s'engagera comme responsable du relais pendant 7 ans, les Jardins d'Arlette, le Secours catholique et Guibre Réanimation. Tous ceux qui ont connu Jacques Gauchard se souviennent d'un homme humble, tolérant, à l'écoute des autres, bienveillant, d'une grande gentillesse et rempli d'humour. J'ai une pensée pour son épouse Simone, ses 4 enfants et toute la famille. Enfin, ce même samedi 5 février, c'est un autre visage de notre ville qui a brutalement disparu en la personne de François Fontaine, chef de la police municipale. Falaisien de toujours, entré dans la police municipale de Falaise en 1981, le brigadier-chef François Fontaine a passé plus de 40 ans au service de notre ville. Il aura servi sous l'autorité de 4 maires, Paul Germain, Claude Le Tertre, Éric Massé et moi-même. Âgé de 61 ans, il s'apprêtait à prendre sa retraite à l'automne prochain. Aujourd'hui, François était une personne d'une grande gentillesse, c'était un homme de dialogue et d'écoute. Au quotidien, François Fontaine était très impliqué
auprès de ses équipes et très apprécié des habitants, comme des hommes qui ont pu travailler à ses côtés. Il aimait transmettre, former et protéger. C'était une belle personne, un professionnel qui a veillé sur les Falaisiens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant plus de 40 ans. Il a toujours répondu présent quand on avait besoin de lui. Il savait créer le lien avec la population. Il était très calme et apaisant. Les gens lui faisaient confiance. François, c'était aussi un collectionneur et une passion pour les objets militaires de la Seconde Guerre mondiale. Chaque Falaisien conservera son propre souvenir de cet homme qui aura travaillé au service de tous au travers de ses nombreuses missions, dont celle de la protection des habitants et du bien vivre ensemble à Falaise. Nous sommes tous affectés par ce départ. À ses familles, à ses amis et collègues, nous adressons toute notre sympathie. J'aimerais que notre Assemblée rende hommage à ces 3 personnes qui ont marqué la vie de notre ville en respectant une minute de silence. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle la désignation d'un secrétaire de séance. Il revient à l'opposition d'assurer le secrétariat de séance. Madame Devel. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Madame Devel est secrétaire de séance. Rapport numéro 2. Remplacement d'un conseiller municipal. Monsieur Olivier Sauvage m'a fait part de sa démission du conseil municipal par courrier reçu le 1er février, courrier qui a été transmis par les services à monsieur le préfet. Conformément à l'article L270 du Code électoral, la réception par monsieur le maire de la démission d'un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de la liste. Aussi, madame Claudine Vétier, suivant sur la liste J'aime Falaise, a accepté de le remplacer au sein du conseil municipal. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la démission de monsieur Olivier Sauvage et de la nomination de madame Claudine Vétier. Madame Devel. Oui, un petit mot par rapport à... alors, on souhaite la bienvenue, bien sûr, à la prochaine de la liste, suite à la démission d'Olivier Sauvage. Et on voulait juste faire une petite remarque, puisqu'on a lu avec intention les propos d'Olivier dans la presse. Et notamment, on a pu lire qu'aujourd'hui, la liste n'était plus 100% falaisienne, puisque, voilà, c'est ce qu'il a pu écrire, et aujourd'hui, voilà, ça nous interpelle parce que ça a été un de vos arguments de campagne. Vous avez mis en place un macaron 100% falaisien. Il y a des gens qui ont voté pour vous par rapport à ça. Alors, c'est pas le fait de ne pas habiter Falaise, hein, puisque nous, c'était aussi un de vos arguments contre notre équipe. Mais voilà, on voulait juste faire la remarque parce que c'est un peu dommage aujourd'hui. Vous avez eu de profondes convictions en défendant cette position. Et aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas, selon les propos. Donc, on voulait simplement faire cette remarque lors de ce conseil municipal. Alors, pour être tout à fait clair, on a un élu qui, pour des raisons de famille recomposée, a besoin d'une habitation de 5 chambres et qui n'a pas trouvé sur Falaise, que vous savez que le marché de l'immobilier est très très tendu sur la ville, notamment sur ce type de bien, et cette personne a quitté la ville pour aller à Rennes depuis 6 mois, 7-8 mois peut-être, un an on va dire. Mais je peux vous informer qu'elle est à la recherche d'un bien sur Falaise de 5 chambres. Donc si vous avez une opportunité qui correspondra assez bien, je sais que vous savez qui est l'élu concerné, donc n'hésitez pas à lui faire part, je pense qu'elle sera ravie. Merci.
En tout cas, je souhaite, au nom de l'Assemblée, la bienvenue à Claudine Vétier autour de cette table. Le principal élément de ce conseil municipal est le débat d'orientation budgétaire. Vous savez, c'était cet exercice obligatoire pour toutes les collectivités locales qui ont plus de 3500 habitants et qui permet de débattre, de faire un point sur la situation financière de la collectivité en vue de la préparation de son budget. Un débat d'orientation budgétaire qu'on travaille sur les 3 années. L'an dernier, nous avions présenté 2021, 2022, 2023. Cette année, 2022 jusqu'à 2024, on réactualise, puisque bien évidemment la situation financière de la collectivité évolue, et on ajoute une année. Alors, vous avez été destinataire du rapport détaillé, et on vous a préparé un support visuel qui sera projeté, qui permet d'être peut-être un peu plus digeste. Et bien évidemment, je serai à votre disposition, et les adjoints aussi, s'il y avait des questionnements sur des aspects pratiques, précis, que nous n'avons pas mis dans le support qui va vous être présenté. Donc, le débat d'orientation budgétaire, comme toujours, on part de la situation internationale et on descend petit à petit vers la situation falaisienne. Au niveau international, ce qu'il faut retenir un petit peu de la situation, c'est que voilà, la planète sort lentement, et j'espère sûrement, d'une période, d'une crise sanitaire inédite, qui a fait que, notamment en 2020, la croissance mondiale s'est écroulée. Elle reprend en 2021, puisqu'au niveau mondial, on est sur, d'après le FMI, une croissance qui se stabilise à 5,8%. Et le FMI, là aussi, envisage un rebond encore de 4% en 2022. Dans la zone euro, si on se rapproche un petit peu de nous, on retrouve un niveau d'avant-crise jusqu'à l'été, et on peut s'attendre à un petit tassement plutôt sur la fin de l'année au niveau de la croissance. La reprise est nette, mais elle n'est pas homogène, parce que les pays ont tous appréhendé cette période de façon différente. Certains en rendant facile le crédit, certains, comme la France, accompagnant fortement les milieux économiques, et des pays ne gérant pas du tout les aspects sanitaires de la même façon, certains ayant beaucoup plus confiné que d'autres, et tout ça fait que la reprise est hétérogène au niveau de la planète et de la zone euro aussi. Il y a des points de vigilance sur cette situation internationale, c'est les tensions inflationnistes. On est sur une inflation de 4,87 au niveau de la zone euro. Donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près, qui peut avoir un impact, qui aura certainement un impact, notamment sur les taux d'intérêt pour les collectivités qui emprunteront, et ce sera notre cas. Il y a d'autres incertitudes en point de vigilance, c'est la situation sanitaire. La situation semble s'améliorer, mais on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant qui ferait qu'on pourrait avoir des turbulences encore en cette année 2022. Les conséquences des tensions inflationnistes, notamment, et cette volonté de soutenir la croissance, c'est que la BCE devrait revoir sa politique monétaire et trouver le juste milieu entre le soutien à l'activité économique, mais surtout la lutte contre l'inflation, avec vraisemblablement des taux d'intérêt qui pourraient redémarrer. Au niveau de la France, si on descend un petit peu, si on regarde les principaux indicateurs que vous avez dans vos rapports, on s'aperçoit qu'en 2021, le taux de croissance est estimé à 6,7%. C'est considérable. Maintenant, il faut garder en tête qu'en 2020, il avait baissé de quasiment 8%, lié notamment aux différents confinements. En 2022, le gouvernement table sur une croissance de 4%. La consommation des ménages, elle aussi, qui avait fortement chuté en 2020, reprend des couleurs à 4,5% en 2021, et le gouvernement pense aussi, il a constitué son budget 2022 sur une consommation des ménages à 4,1%. Ce qui est intéressant dans le tableau et sur la ligne suivante que vous avez dans vos rapports, c'est le taux d'épargne des ménages. On s'aperçoit que le taux d'épargne, qui avant la crise était aux alentours de 15%, il est monté à 21% pendant la période Covid.
il redescend à 17 en 2021. Ça veut dire quoi? C'est que les ménages, comme ils ne pouvaient pas dépenser, ils ne pouvaient pas partir en vacances, aller dans les cinémas ou au restaurant, eh bien, ils ont épargné. Et c'est cette réserve qui permet un bon rebond et une croissance économique qui s'appuie sur les investissements des entreprises, mais aussi et surtout sur la consommation des ménages. Le déficit public, il a plongé. Donc ça, le taux de chômage, il baisse lentement mais sûrement. La position d'accompagner les entreprises sur le chômage partiel a aidé fortement, puisqu'on n'a pas eu d'envolée du chômage comme d'autres pays ont pu l'avoir. Le déficit public qui a fortement plongé en 2020 avec le quoi qu'il en coûte. En 2021, l'État prévoit 8,4% de déficit du PIB et espère remonter à moins 4,8 en 2022, sachant que le ratio que l'on a généralement en tête, c'est les fameux 3% qui étaient dans les traités européens. La dette publique, elle a fortement plongé, puisqu'on était, avant la crise, à un peu moins de 100% du PIB. On est descendu à 115% en 2020, à peu près la même chose en 2021, et normalement, ça devrait remonter gentiment, mais alors très très lentement, puisque l'État prévoit 114% de dette publique sur 2022, avec une inflation qui est à 1,5. C'est sur cette base qu'a été préparé le budget 2022. Voilà. Ce qu'on peut noter, donc les effets conjugués des mesures de soutien et de relance et du fort taux de vaccination des Français, le niveau d'avant-crise pour l'investissement, entreprises et ménages et l'emploi, la progression marquée de la consommation en 2022, ça on l'a indiqué notamment grâce à l'épargne des ménages, et le retour progressif à la normale en 2022 pour les activités du tourisme et de l'aéronautique. C'est deux points qui devraient nous permettre de faire redémarrer des secteurs d'activité qui aujourd'hui n'ont pas encore pleinement repris leur envol, notamment le volet touristique, et une hausse à venir des exportations d'après les différents rapports qui ont pu être lus ici ou là. Le contexte économique et financier pour les collectivités locales. Avant la crise sanitaire, il y avait une maîtrise des dépenses de fonctionnement, puisque vous savez que l'État avait engagé les collectivités locales à être très économes en termes de charges des dépenses de fonctionnement. Et il y avait, avant la crise, un certain dynamisme au niveau des recettes fiscales. À l'issue de la crise, globalement, les collectivités territoriales ont bien tenu le coup, grâce au soutien de l'État, il ne faut pas se le cacher. Au niveau de la fiscalité locale, avec un bon rebond qui s'appuie notamment sur les droits de mutation. On a tous constaté sur nos territoires, et Falaise ne fait pas exception à la règle, qu'il y a beaucoup de ventes de maisons, il y a des ventes d'appartements, et automatiquement, à chaque fois que vous avez une vente, c'est de l'argent supplémentaire dans les caisses de la ville et des collectivités locales en règle générale. Et la progression des concours financiers de l'État, puisque l'État, pour maintenir d'une part la croissance comme elle le pouvait, en tout cas tenir hors de l'eau la tête des collectivités locales, a mis en place un plan de relance et des mesures sectorielles, en abondant un certain nombre de dispositifs comme le DESIL, qu'on évoquera tout à l'heure. Les petits graphiques que vous avez pu voir sur votre dossier vous montrent bien que les dettes, la dette de l'administration consolidée, c'est-à-dire les régimes sociaux, les collectivités locales, l'État, s'envolent en 2020 avec une stabilité qui revient derrière un petit peu. Et ce qui est intéressant parce que c'est toujours bon de le rappeler, c'est qu'on s'aperçoit que la dette française est composée essentiellement de dettes de l'État, puisque quand on regarde le petit graphique de droite, si vous le voyez, en bas en rouge, ce sont les emprunts qu'ont les collectivités locales, c'est-à-dire pas grand-chose. La grosse partie bleue, c'est la partie dette de l'État, et la partie orange en haut, c'est la dette de la sécurité sociale. La loi de finances 2022, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été votés par le Parlement à l'automne, de façon à organiser et cadrer la gestion budgétaire de l'État, avec des répercussions bien évidemment sur les collectivités. L'objectif, c'est une normalisation progressive des finances publiques
c'est-à-dire retrouver la stabilité après cette période un petit peu folle qu'on vient de vivre depuis 2 ans. 5 axes pour une économie plus durable et plus verte, dont la rénovation des bâtiments publics et logements privés. Les principales mesures qu'il faut retenir dans le cadre de cette loi de finances, le gel de la dotation globale de fonctionnement. Vous savez que c'est cette ressource que nous donne l'État tous les ans pour assurer notre fonctionnement. C'est après une chute forte de la DGF sous le mandat présidentiel précédent, ce mandat présidentiel qui se termine, on peut observer une stabilisation de la DGF. Une modification de l'écrêtement de la dotation forfaitaire des communes en fonction du potentiel fiscal des habitants. C'est-à-dire que les services de Bercy, ils continuent à travailler sur un certain nombre d'indicateurs financiers, l'écrêtement des dotations forfaitaires. Ça peut avoir un impact, le moment venu, sur dotations sur lesquelles on est éligible, la DSU, la DSR, dotation de solidarité urbaine et dotation de solidarité rurale, pardon, excusez-moi. C'est le classement de 100 villes les plus pauvres urbaines, 100 villes plus pauvres rurales. Et nous, Falaise, on a la chance ou la malchance, mais du fait qu'on soit une commune pauvre, d'être dans les 2 classements. Ce qui fait qu'on touche des dotations supplémentaires tous les ans. Et ces quelques modifications réglementaires au niveau de la loi de finances vont avoir un impact qu'on ne connaît pas encore. On saura ça peut-être à l'occasion du vote du budget ou tout au moins lors de la DM1 qui interviendra peut-être avant l'été, où là on aura une vision claire de la DSU et de la DSR qui sont des montants non négligeables pour nous. La compensation intégrale pendant 10 ans de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur les logements sociaux, ça c'est aussi un point important pour nous en termes de fiscalité. Et enfin, pour la masse salariale, mais on y reviendra tout à l'heure, une cotisation supplémentaire de 0,1% de la masse salariale au profit du CNFPT, puisque le CNFPT va prendre en charge maintenant le financement des apprentis, et dans ce cadre-là, ils augmentent tout le monde de 0,1. Alors, d'après le rapport qu'on vous a notifié, en 2022, ce serait que de 0,05 l'augmentation, mais voilà, il y a un impact non négligeable, puisque la masse salariale sur une collectivité comme la ville de Falaise, c'est quasiment 63% du budget de fonctionnement. Alors, l'impact, la situation financière. On va passer directement à la situation financière de la ville de Falaise en 2021. Donc, on a un excellent niveau d'autofinancement. Si vous regardez le petit graphique qui vous est projeté, on va terminer. Alors, le compte administratif vous sera présenté lors du prochain conseil municipal, mais on va terminer avec un autofinancement à 1 603 940 €. Ce qui est un bon niveau, quand vous voyez que l'année d'avant, en 2020, on était un peu moins d'1,6 million, 1,4 million en 2019, et avant le legs Cuvigny, 1,2 million. La petite pointe que vous voyez, en 2017 et 2018, lorsqu'on était monté à 2 millions et 2,3 millions, c'était à l'époque où la ville avait bénéficié du précédent legs de Madame Cuvigny. Pas que, mais entre autres. Non. Mais il y a eu d'autres prises dans le cadre de prise de compétences, il y avait d'autres. Il n'y avait pas que le legs. Non, il y avait aussi les bâtiments, enfin il y a pas mal de choses. Ouais. Mais le gros, voilà, majoritairement, c'est le legs qui fait qu'à l'époque, on avait eu ce point-là. Plus les bâtiments industriels. Au niveau des 1 603 940, qu'est-ce qu'on a fait avec ? On a remboursé 346 000 € du capital de la dette, notre annuité, et on a viré à la section d'investissement 1 258 000 pour financer le programme d'investissement. La dette, la diapo suivante, on s'aperçoit qu'elle descend, lentement mais sûrement, puisqu'on est à 1 763 487 € de dette. Alors, ça baisse de façon uniforme. Pourquoi ? Parce que depuis 2016, il n'y a pas eu de nouvelle empreinte de mis en place et que petit à petit, on rembourse l'annuité. Il nous reste encore 5 prêts, 4 qui prendront fin en 2023. Donc, c'est des prêts qui ont été mis en place depuis 15-20 ans pour financer les projets des différentes équipes municipales. Et il en restera un qui va, lui, jusqu'en 2030. C'est un levier intéressant pour la collectivité, puisqu'on sait donc qu'on peut emprunter sans difficulté. Actuellement, la dette représente à peu près 208 € par habitant, alors que des communes comme les nôtres, on est plutôt en général à 800, un peu plus de 800 € par habitant.
Le délai de remboursement de la dette, qui est un ratio intéressant. Si on devait rembourser en une fois notre dette, on en aurait pour 1,3 ans, alors que là aussi, sur les communes comme les nôtres, on est entre 5 et 7 années. La fiscalité, ce qui est intéressant dans ce petit tableau, c'est de voir un peu comment se positionne Falaise par rapport aux autres. Donc, la taxe sur les résidences secondaires, la taxe d'habitation, vous savez qu'elle a été exonérée pour une bonne partie des Français, sauf pour les résidences secondaires. Si on prend le bloc communal ville plus CDC, on est à 23,90. Donc là, sur la taxe d'habitation, on est un peu supérieur au reste du département du Calvados, même si pour le Calvados, c'est les chiffres de 2020, hein, donc potentiellement, il y a une petite augmentation. Mais ça concerne assez peu de propriétés sur Falaise, où on a assez peu de résidences secondaires. Là, le gros, nous, de notre fiscalité, c'est le foncier bâti. Sur le bloc communal, on est à 49,96% en 2021, alors que le département était à 49,80%. Donc, on peut facilement imaginer qu'on est à peu près au niveau du département, puisque en 2021, puisque une fois réactualisés les chiffres, je me demande même si s'ils ne seront pas, eux, au-dessus de 50%. Et quand on regarde la composition, le taux communal est de 24,26 contre 25,90 au niveau du département. Et le taux départemental, il reste le même, c'est 22,10. Et la communauté de communes, elle est à 3,60 pour le Pays de Falaise, alors que les autres CDC, les autres intercos, on va dire, au niveau du département, sont à 1,8. Le foncier bâti, non bâti, pardon. Alors ça, c'est tout ce qui est terre agricole. On est à 45,68 contre 37,29. Alors on en a très très peu à Falaise, ça concerne très peu de personnes. Et la CFE, qui est un impôt collecté par la communauté de communes, elle est à 24,08 alors que le département est à 24,61. Donc la CDC du Pays de Falaise est en dessous au niveau de la CFE par rapport à ce que payent les autres entreprises ailleurs. Sur l'investissement, quels sont les investissements qui ont été réalisés en 2021 ? Donc vous voyez la courbe. Alors c'est une courbe qui est toujours un peu identique, quel que soit ce qu'on disait l'autre soir en commission finance ou en bureau. C'est une courbe qui est toujours un petit peu identique, c'est-à-dire que vous arrivez en début de mandat, ça monte, la deuxième, troisième, quatrième année, et puis après les projets étant terminés, ça redescend gentiment, et puis il y a un effet cyclique comme ça en fonction des périodes électorales. C'est la diapo que l'on vous met, exactement celle-ci. On a des investissements sous la mandature précédente importants en 2017, 2018, 2019, et ça descend gentiment en 2020. Et en 2021, on a investi 2 303 190, avec des financements extérieurs qui s'élèvent à 43%. On vous fait un point sur qui nous a aidé à financer en 2021 l'ensemble de nos projets. Le premier contributeur, c'est l'État avec 510 000 euros. Le deuxième, c'est la région avec 348 000 euros. Le département, 85. La CDC, 11 000. La CAF, 11 000. Et les autres, 15 900. Donc on est bien sur les financements qui ont simplement été versés en 2021. Donc voilà, ce qui représente 43%, ce qui est non négligeable. Alors, les orientations budgétaires. Les priorités 2022-2024, donc c'est la trajectoire en termes de projets que l'on souhaite tenir. Une continuité d'une partie des orientations politiques avec le mandat précédent, c'est-à-dire qu'on va continuer quelques projets qui n'ont pas été bouclés sous le mandat précédent. Vous les connaissez, il y en a un qui est en cours, ce sont les Halles. Les deux autres, c'est le CDCN et le cinéma, qui sont des projets que l'on continue. Certains sont en cours, d'autres devraient voir le jour cette année, normalement. La mise en œuvre du programme de la mandature 2020-2026 avec un certain nombre de nouveaux projets. L'intégration du Lègue-le-Cours dans le patrimoine de la commune dès 2022. L'accompagnement d'une politique ambitieuse en faveur de l'habitat, puisque ça, c'est l'objectif fort qui est d'adapter, de développer l'habitat, de le remettre sur le marché locatif et de faire en sorte que la population qui baisse inexorablement depuis une vingtaine d'années, peut-être pas 20 mais 15 ans, se stabilise, voire redémarre assez rapidement, parce qu'on va voir tout à l'heure que ça a des conséquences financières qui commencent à être marquées. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de programmes qui sont en cours, notamment l'OPA-RU qui est en
en cours de travail avec la communauté de communes. Le maintien des taux de la fiscalité locale, c'est un ancien engagement municipal. Il n'y a pas d'augmentation de prévue au-delà de ce qui avait été fait l'an dernier et annoncé. Et une vigilance particulière sur la crise sanitaire et ses conséquences budgétaires, puisqu'on n'est pas, même si on voit et on sent qu'on va vers le mieux, on n'est toujours pas sorti de cette affaire et il pourrait encore y avoir des soubresauts liés à la pandémie. Donc les orientations budgétaires, dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel, c'est notre principal poste. Alors vous voyez que cette courbe, elle monte lentement, mais sûrement. Alors on avait eu une petite baisse en 2020. Pourquoi ? Parce qu'en 2020, on a fait des économies parce que un certain nombre de services ont été fermés. Donc on avait moins de recours aux saisonniers, moins de recours à des remplaçants. Voilà. Et on remonte un petit peu en 2021. Donc on a un point d'atterrissage à quasiment 2 250 000. Et on monte en 2022 à 5 521 000 et on continue comme ça lentement pour aller à 5 688 000 2024. Les dépenses de personnel, c'est vraiment un poste qui est sensible sur lequel il faut être très vigilant parce que je vous le disais, c'est 63-64% de nos charges de fonctionnement. Et quand on prend un agent et qu'on crée un besoin ou autre, on l'a sur l'ensemble de la carrière de l'agent et ça peut avoir un impact sur le long terme. Pourquoi ça augmente ? Malgré tout, il y a un certain nombre d'éléments précis. D'abord, la politique sociale de la collectivité avec la mise en place du CNAS. Vous vous souvenez ce qu'on a voté au mois de décembre. Ça représente un surcoût de 28 000 € pour l'année pour l'ensemble des agents de la collectivité. On a anticipé la revalorisation des grilles indiciaires pour les catégories C. C'est à peu près 80 000 € qui ont été injectés et 40 000 € au titre du GVT. Ce qui va impacter dans un sens ou dans l'autre en fonction, c'est aussi la réorganisation des services techniques, puisqu'on a trois départs quasiment simultanés sur ce service pour des départs à la retraite, des personnes qui ont obtenu des promotions sur d'autres collectivités. Et donc, on travaille actuellement avec les services pour réorganiser un petit peu les services techniques et pour adapter aussi les services techniques au projet municipal 2020-2026, entre autres. On a en impact charge de personnel le recrutement de 2 médiateurs pour les microfolies, même si un sera assumé financièrement par la communauté de communes, puisque c'est un projet commun ville-CDC. C'est nous qui portons le projet, donc c'est nous qui avons la charge et on sera remboursé dans un second temps. On a le chargé de mission Petite Ville de demain, Rémi Deligny, que vous avez vu. On vous l'a présenté ou pas ? Je ne sais plus. Je ne crois pas. Non. Ce sera peut-être quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Donc Rémi Deligny, qui est le chargé de mission Petite Ville de demain, a pris ses fonctions en début d'année. Vous savez que c'est ce poste qui est cofinancé par l'État et la Banque des Territoires en partie à hauteur de 75% dans le cadre de la convention qu'on a avec la communauté de communes. C'est-à-dire que c'est la communauté de communes qui porte l'emploi et c'est nous qui nous remboursons 25% à la communauté de communes et elle touche de son côté 75% de la part de l'État et de la Banque des Territoires. On a aussi un service civique pour le CMJ où il y a un petit impact de quelques centaines d'euros sur le budget. La prise en charge, et ce qui joue aussi, c'est la prise en charge sur l'année complète des contrats aidés, puisque en 2020, on avait mis en place des contrats aidés pour certaines missions, notamment liées au Covid. Et là, sur 2021, on les a eu plein pot, puisque l'année complète a été touchée par le Covid. Les dépenses de fonctionnement, participation et subventions, donc ça, c'est tout ce qui part du budget principal de la ville pour alimenter les budgets annexes ou les budgets du CCAS ou autres. Donc on s'aperçoit on a une certaine stabilité. On passe de 1,037 000 à 1,214 000 en 2022, mais on redescend après à 1,114 000 et après ça reste relativement stable. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'on maintient notre soutien aux différentes politiques du CCAS. Il y a une augmentation au niveau du château, vous avez pu le voir dans le rapport détaillé, qui est lié
pour deux raisons. La première, c'est que cette année, on passe sur 3 jours de médiéval et non pas 2. Donc il y a un petit surcoût de 30 000 euros, plus le fait que cette année, les médiévals sont liés avec l'extension médiévale fantastique. Donc il y a un surcoût de 30 000 euros au niveau de la participation de la ville vers le budget du château. Et il y a aussi, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, l'enregistrement d'une subvention d'État de l'ordre de 110 000 euros liée au Covid pour les pertes d'exploitation du SPIC. Donc ça a été la bonne nouvelle du tout début d'année à ce niveau-là. Et on a une hausse de subvention du musée des automates d'un peu plus de, enfin, qui est de mémoire de 23-24 000 euros, mais dont 20 000 euros est lié à un projet qui traînait un petit peu, c'est la rénovation forte des automates, parce que les automates vieillissent, et il y avait besoin de mettre cette somme pour pouvoir avancer sérieusement et préserver l'ensemble des mécanismes. Voilà. Alors, sur les orientations budgétaires, les dépenses de fonctionnement, il y a 4 thématiques qu'on peut identifier. Donc, il y a la transition écologique, la promotion de la ville, le rayonnement culturel et le temps de la journée de l'enfant. Et c'est au travers de ces 4 thématiques qu'on va pouvoir vous présenter un petit peu comment on envisage de dépenser les différentes sommes qui seront inscrites au budget 2022 que vous voterez à la fin du mois de mars. Alors, les évolutions de dépenses de fonctionnement. Quand vous regardez le petit graphique, les dépenses de fonctionnement, elles ont été bien maîtrisées en 2021. C'est la bonne nouvelle. On a réalisé 9 610 702 euros, alors qu'on avait un budget qui était à plus de 10 millions. Donc on a dépensé moins que prévu. En 2022, on reprend une vitesse à peu près normale, puisque tous les services sont réouverts, le forum a repris. Donc on retrouve un niveau supérieur et on a la mise en œuvre, là aussi, d'un certain nombre de points du programme municipal. Ce qu'on peut regarder malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que l'évolution du budget de fonctionnement en termes de dépenses est limitée à 0,36%. Quand on sait que l'inflation est à 1,5. C'est-à-dire qu'on fait le pari de limiter l'augmentation de notre budget de fonctionnement en termes de dépenses à 0,36, c'est-à-dire un niveau inférieur à la prévision d'augmentation des prix. Au niveau des recettes de fonctionnement, au niveau de l'État et des partenaires institutionnels, alors ce qui est intéressant, c'est le petit tableau que vous avez dans votre rapport aussi, sur la dotation forfaitaire, donc la fameuse DGF. La DGF, on a dit qu'elle était stabilisée au niveau national. Elle est même, il y a peut-être quelques petites augmentations, mais très très légères. Mais à Falaise, elle baisse. Pourquoi à Falaise, elle baisse? C'est parce que Falaise perd des habitants. L'impact pour 2022, ça va être 13 000 euros en moins de la part de l'État au niveau de la DGF et un peu plus de 15 000 euros au niveau de la dotation nationale de péréquation. Sur la DSU, la DSR qu'on évoquait tout à l'heure, on est parti sur des augmentations raisonnées. On sait que ces deux enveloppes au niveau national ont été fortement abondées par le gouvernement, mais malgré tout, on reste sur des hypothèses prudentes de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises comme on a pu l'avoir l'an dernier au mois de juin. Mais malgré tout, la contribution de l'État à notre budget sera en baisse de 8 500 euros l'année prochaine. Les subventions, le petit tableau qui est en dessous, on prévoit 500 000 euros de subventions en 2022 et 481 en 2023-2024. Alors ça baisse un peu, pourquoi? Parce que 2020-2021 ont été fortement impactés par le plan de relance de l'État qui a fait qu'on a pu bénéficier de financements en termes de subventions, des ETR ou autres, un peu plus fortes que ce qu'on avait avant. Quand vous regardez en 2019, c'est-à-dire l'avant-crise, la ville avait eu 480 000 euros de subventions. Là, on sera à 481, on est dans l'épaisseur du trait. Les recettes de fonctionnement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, on est prudent, avec un niveau égal à 2021 concernant les ventes de produits. Vente de produits, c'est les places du forum, c'est les repas à la cantine, c'est les locations de salles. Malgré le fait que ça redémarre, on se base, on a reporté quasiment le chiffre on l'a baissé même de mémoire, le chiffre de 2021. Je crois qu'en 2021, on était à 556 000 euros et là, on part sur 552 000. Donc, on est très prudent sur cette partie vente de services.
Impact important sur le budget 2022 que vous verrez, c'est l'intégration des revenus de location des biens légués par Madame Lecourt, puisque nous sommes propriétaires depuis le jour de son décès, c'est-à-dire que tous les loyers qui ont pu être versés depuis son décès, c'est-à-dire avril dernier, vont être versés à la ville. Ce qui va impacter aussi fortement le budget, donc c'est le legs qui va arriver maintenant. Donc, je vous rappelle, il y a à peu près 1 million de liquidités et 1 million de biens immobiliers. Donc les liquidités vont rentrer dans le patrimoine de la ville dès maintenant. Et puis les biens, on verra comment on envisage des cessions. Il y a encore besoin d'étudier de façon assez précise les échéances des différents baux, de façon à voir quel bien il est pertinent de lâcher dès maintenant ou pas, sachant qu'on a plutôt enregistré les cessions sur les années 24, 25, 26, c'est-à-dire la deuxième partie du mandat, en fonction des échéances des différents baux qu'on peut avoir, sachant qu'il reste aussi encore un bien du legs Cuvigny qui n'avait pas été vendu sous la précédente mandature, puisque la personne est une personne âgée qui ne souhaite pas quitter son logement. Les recettes de fonctionnement en termes de fiscalité, on s'aperçoit que ça monte un petit peu. Alors ça a beaucoup monté en 2021, puisque je vous rappelle que nous avions pris la décision d'augmenter le taux du foncier bâti pour le remettre au niveau où il était il y a 3 ans. Et on voit une légère augmentation. Alors les taux n'augmentent pas, mais les bases sont revalorisées par l'État, puisqu'il y a un peu d'inflation, donc les bases vont être un petit peu plus toniques que d'habitude. Et on a aussi la hausse des droits de mutation, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'il y ait des cessions de maisons et d'appartements sur Falaise fait qu'on a des droits de mutation qui sont en hausse. Un point qu'on vous a signalé dans le document du débat d'orientation budgétaire, c'est la réflexion de la collectivité sur la mise en place de la taxe d'habitation sur les logements vacants en 2023. Peut-être un petit point sur cet élément-là. La communauté de communes et la ville travaillent avec le soutien de l'État dans le cadre de Petites Villes de demain sur la lutte contre les logements vides, notamment sur Guibray et en centre-ville. Les estimations qui m'ont été transmises par Rémi il y a une quinzaine de jours, c'est qu'on est toujours à un niveau très élevé. On est encore aux alentours de 600 à première vue logements vides. Alors qu'il y a des politiques qui se mettent en place. La petite commune, sous la mandature précédente, et la ville avait abondé dans le cadre d'une OPA. Il y a une deuxième OPA-RU qui va démarrer à partir de début 2023. Nous sommes éligibles à un certain nombre de dispositifs, je pense aux de Normandie, qui permet à des investisseurs qui veulent acheter, rénover et remettre sur le marché locatif. Il y a des dispositifs de défiscalisation, mais malgré tout, ça ne va pas assez vite et notre enjeu, c'est d'aller vite pour regagner des habitants, pour faire en sorte de stopper cette érosion de notre DGF. C'est pour cette raison que tous les outils étant présents, nous estimons, et on vous sollicitera là-dessus en termes de réflexion, mais aussi de décision le moment venu, pour inciter fortement, exercer une pression amicale sur les propriétaires de maisons, c'est rarement des maisons, mais plutôt des appartements qui ne veulent pas les vendre, mais qui ne veulent pas les louer et qui ne veulent pas les rénover. Il faut qu'à un moment ou à un autre, chacun prenne ses responsabilités, et cette taxe d'habitation sur les logements vacants pourrait être un outil parmi d'autres. Plein de collectivités l'ont mis en place. Il y a Caen, on m'a dit que Potigny devait l'avoir aussi. Enfin, il y a plein de petites communes qui ont mis en place de façon à ce que les personnes qui sont propriétaires de logements vides ne laissent pas vides. Et à Falaise, on a des logements qui sont vides depuis 30, 40, voire 50 ans. L'évolution des recettes de fonctionnement. Le graphique, il parle de lui-même. 2022, on passe de 11 142 à 12 700 000. C'est tout simplement l'intégration du million de liquidités du legs Lecourt, puisque vous voyez qu'en 2023-2024, on revient à un niveau qu'on avait avant pandémie et avant legs. Donc on a une évolution qui est positive. La capacité d'autofinancement, elle grimpe fort aussi, 18,41, là aussi lié à l'intégration du legs, et elle descend après. Alors elle descend, l'explication elle est simple, elle est multifacteur. On a d'une part la baisse de la DGF, on y revient toujours, on perd des habitants, donc on a moins de ressources de la part de l'État, et on va avoir aussi l'impact des prêts et des emprunts qu'on va mettre en place, puisque pour financer l'ensemble des projets,
qu'il soit de l'ancienne mandature ou de la nouvelle. On va avoir besoin de recourir à l'emprunt, puisque jusqu'à présent, depuis 4 ou 5 ans que ces projets sont lancés, on a toujours réussi à tenir sans emprunter. Ça avait été un débat sous la mandature précédente, savoir s'il fallait emprunter plutôt pour bénéficier des taux bas, notamment à l'époque. Donc le choix, nous on s'est inscrit toujours dans cette continuité en disant tant qu'on n'a pas besoin d'emprunter, on n'emprunte pas. Sauf que là, on va être obligé normalement dès cette année d'avoir recours à l'emprunt, et donc ça va avoir un impact automatiquement sur notre capacité d'autofinancement, puisqu'il va falloir d'une part payer les intérêts sur ce nouvel emprunt et puis rembourser une mensualité qui sera beaucoup plus qui sera supérieure à ce qui était jusqu'à présent, puisque on passerait notamment en 2024 à une annuité qui passerait de 15 000 à 50 000 euros. Donc, voilà. Malgré tout, le seuil sous lequel on s'interdit de descendre, c'est 8%. Donc là, on est à 8,45. Sachant qu'avec tout ce que j'ai dit au préalable, que ce soit au niveau des... Là où j'ai peut-être pas été précis, c'est sur les taux de subventionnement qu'on va voir tout à l'heure, mais qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est qu'on reste prudent à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas... les contrats de territoire avec le département, avec la région, ne sont pas encore négociés. Donc on est parti sur des hypothèses plutôt raisonnables, et de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc ce taux de 8,45 a vocation à remonter au fur et à mesure où on avancera dans la mandature, à moins d'un accident, bien évidemment. Et les 8 engagements, la ville est engagée dans la relance de l'économie grâce à ces investissements. Alors, il y a 8 objectifs de développement que je vais vous présenter tout à l'heure pour que vous voyez un petit peu comment on envisage de dépenser sur les 3 prochaines années, 2022-2024. Ça représente un investissement de 17 millions au total, un taux de subvention moyen de l'ordre qui devrait être aux alentours de 35%, avec une volonté toujours, là, en termes de ratio, c'est que le fonds de roulement de la collectivité soit toujours à minima 2,5 millions. Le fonds de roulement, c'est cette somme qu'on doit avoir en permanence pour pouvoir faire vivre la collectivité, payer les salaires, payer les factures. Quand on regarde le graphique suivant, alors, on regarde un petit peu comment on va investir pour la ville. Donc, 15%, ça va être le patrimoine. Le sport, 21%, la culture, 15%, l'urbanisme, 13%, et infrastructure et réseau, 16%. Et on a une colonne qui s'appelle Autres, qui représente à peu près 20%, et elle se décline de la manière suivante. Tout ce qui est école, 4%, enfance, jeunesse, 1%, le développement économique, 2%, l'environnement, 3%, la citoyenneté, 3%, prévention et sécurité, 5%, et les services généraux, 2%. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant, c'est plus les grands projets. On vous a sorti les projets saillants un petit peu objectif par objectif, avec les montants envisagés et les taux de subvention. Et c'est là-dessus qu'on pourra conclure cette partie, ouvrir le débat ensuite. Donc, le premier objectif, offrir un accompagnement éducatif de qualité aux enfants et aux familles. Donc là, on va voir dans cet objectif tout ce qui concerne l'éducation et ce qui est en marge de l'éducation. On envisage d'investir 961 000 euros d'ici 2024, avec un taux de subvention à 33%. Là-dedans, on retrouve l'école Charlotte Herpin pour 469 000 euros, l'acquisition de matériel dans les écoles et dans les services périphériques, 95 000 euros, les travaux d'entretien, 169 000 euros, la végétalisation des cours d'école, 177 000 euros, et Beauceville, une enveloppe qui a été fléchée à hauteur de 50 000 pour mener des travaux, sachant qu'il y aura une vraie réflexion à porter 2023-2024 sur le devenir du centre de Beauceville. Le deuxième objectif, développer les pratiques et moderniser les équipements sportifs. On a, vous le savez, un budget qui est important au niveau investissement, puisqu'on a un peu moins de 3,5 millions. Parce qu'il y a besoin de rattraper du retard avec un taux de subvention qui est à 34,3 et c'est ce taux de subvention qui peut être amené à s'améliorer avec le temps. Donc on a 1,7 million au niveau du développement du stade de Guibray, 60 000 euros pour la toiture du Boulodrome, 1 356 000 pour les travaux et extensions de l'espace sportif Bianco, je vais y revenir tout de suite. Les travaux dans les gymnases de la Crosse et Guillaume, 103 000 euros. Et la sécurisation des structures de loisirs, City Stade et Skatepark, 80 000 euros. Là, on est sur les sommes estimées dans le PPI, puisqu'on est encore au début. Les services commencent à travailler sur certains projets. Ils s'affinent petit à petit. Le PPI, c'est quelque chose de vivant. Mais quand vous avez des sommes qui sont rondes, comme 80 000 pour le City Stade et Skatepark, c'est une estimation qui a été faite, mais qui est amenée à s'affiner, soit à la hausse, soit à la baisse.
L'extension espace sportif Didier Banco et travaux, les 1 356 000, c'est quelque chose qui n'était pas apparent l'an dernier lors du PPI. On en a parlé les uns et les autres depuis, mais c'est un point important. Vous savez que l'espace Bianco a un problème structurel d'infiltration depuis 3-4 ans maintenant. Ça a coûté un petit peu, sauf que là maintenant, c'est plus des petites gouttes, mais ça tombe franchement dès qu'il pleut, sur toute la longueur. C'est-à-dire que le gymnase est touché, la salle de gymnastique est touchée et le ping-pong est touché. Voilà. Donc il y a eu des études, il y a des estimations de fait par un certain nombre d'artisans et d'entreprises, mais qui nous donnent des chiffres un petit peu fous, avec des écarts un peu fous, puisque certains nous disent ça va coûter 60 000 et d'autres vont nous disent ça coûte 600 000. Donc il y a une mission qui est en cours avec un indépendant, de façon à avoir une vision claire, savoir s'il faut tout refaire et dépenser 600 000 ou si en mettant 50 ou 100 000 euros sur la table, ça suffira. Ça fait partie de la mauvaise surprise de l'année, qui n'était pas prévue au PPI de départ. Et on a aussi dans ces 1,3 million la partie extension qu'on avait imaginé à une époque reportée sur le projet SATAM, mais qui revient donc sur l'extension de Bianco, sur lequel la commission sport va commencer à travailler. Sur l'objectif suivant, mettre en place une politique culturelle d'animation ambitieuse, accessible à tous. 2,5 millions d'investissements sur les 3 ans, avec un taux de subvention qui est assez fort de 56%, notamment grâce aux Microfolies, le cinéma et le CDCN, puisqu'on est sur des projets qui sont soutenus par l'État et soutenus par l'ensemble de nos partenaires. Le cinéma, un budget, alors, que je dis à 1,5 million, on va dire, pour l'instant, mais il n'est pas complètement stabilisé. On pourra vous en dire un mot si vous le voulez tout à l'heure. Le CDCN, 800 000 euros, lui, il est à peu près stabilisé. Et l'installation du Microfolie, c'est le projet que l'on va porter avec la communauté de communes à hauteur de 70 000 euros. Un taux de subvention qui est fort. Pourquoi ? Parce que l'État nous incite à développer cette Microfolie, dont on pourra là aussi vous parler tout à l'heure. L'objectif suivant, renforcer le lien social en apportant un service de proximité et en développant la vie des quartiers. 536 000 euros de prévus, un taux de subvention qui est très faible parce que c'est des choses qui sont rarement subventionnables. Donc on ne peut faire que monter à 5,6. La gestion et les travaux dans les cimetières, il y en a encore pour 317 000. Alors une partie a été d'ores et déjà dépensée depuis le début de l'année, notamment sur le cimetière Trinité. Mais il y a encore des choses à avancer. La navette interquartier qui a été estimée pour l'instant, mais c'est qu'une estimation parce qu'on est en cours de travail et d'attente notamment de l'étude avec le CEREMA. Vous vous souvenez qu'on a demandé au CEREMA de nous accompagner sur ce projet. Et on doit avoir un retour d'étude de mémoire pour le mois de septembre ou d'octobre prochain. Mais c'est un projet 2023-2024, donc on est dans les temps, avec un taux de subvention estimé à 20%, et le développement des jardins familiaux, 55 000 euros. Ça, c'est un projet qui est lancé, avec un taux de financement qui, pour l'instant, est à 18%. L'objectif suivant, améliorer l'attractivité et l'image de Falaise grâce à son patrimoine et ses équipements de tourisme. Donc ça, c'est ce que Grégoire vous a présenté tout à l'heure. 4 millions, un peu plus de 4 millions sur les 3 ans, avec un taux de subvention à 45%. Les halles, le projet est en cours sur l'extérieur. L'intérieur suivra dans la foulée, avec un taux de subvention qui avait été d'ores et déjà finalisé et sécurisé lors de la mandature précédente, sauf un point, c'est la région, le conseil régional, qui ne nous a pas notifié une subvention de 100 000 euros. C'est un point sur lequel on doit les interroger. L'église Trinité, 1,3 million, avec un taux de financement à 51%. Le château Guillaume-le-Conquérant, 655 000. Ça, c'est le bâtiment d'accueil et la passerelle dont on vous parlait tout à l'heure, 16%. Et le Vieux-Lavoir, 160 000, financé à 32%. Mais Grégoire nous laissait entrevoir tout à l'heure la possibilité que ça ne nous coûte pas aussi cher. Et mieux subventionné. Alors, le 160 000, ce qui jouera après, donc il y a la partie Vieux-Lavoir qui est en bas, mais comme il vous l'expliquait tout à l'heure, il y a la maison qui est au-dessus. Et voilà, il y a peut-être sur la maison des travaux qui seront à envisager de façon à utiliser on pourra peut-être avancer sur la maison au-dessus s'il nous reste un petit peu de subside, notamment si on bénéficie de taux de subvention dessus. Objectif suivant, accompagner l'urbanisation et le renouvellement urbain de manière raisonnée qui répondent aux besoins de tous. 482 000 euros sur les 3 ans. Ça concerne notamment la mise en place, l'accompagnement sur la création des lotissements. Vous savez qu'on a 2 lotissements en cours
derrière Bianco, sur les Griffons, la ferme du Pilier Vert. Donc c'est quoi? C'est des aménagements de voiries, de réseaux, des choses comme ça qui sont à notre charge. Donc il y a 30 000 euros qui restent, qui sont inscrits. L'OPARU, c'est le projet qu'on a avec la communauté de communes pour accompagner les propriétaires privés pour rénover leur logement pour qu'ils les remettent en location, entre autres. Un budget de 57 000 euros sur les aires de jeu en termes de rénovation, de mise aux normes, mais aussi de déploiement sur certains quartiers. Et le gros sujet dont on avait parlé en tout début de mandature, la rénovation de la défense incendie, puisque nous avons de très grosses lacunes au niveau de la ville. Et c'est un projet où logiquement on doit pouvoir bénéficier de taux de subventionnement à hauteur de 40%. Voilà. Suivant, favoriser la mobilité et la sécurité des usagers de la route. 3 881 355 avec un taux de subventionnement de 23%. Les pistes cyclables, j'y reviens juste après. Le programme de voirie, 1 235 000, avec un taux de subvention à 11%. Le programme d'éclairage public, 593 324, avec un taux de subvention qui, lui, reste faible à 4%, mais on peut guère avoir mieux là-dessus. Les travaux centre-ville, donc c'est tout ce qui est autour, ce qu'on appelle l'îlot des Halles. Donc c'est la voirie rue du 9e, rue Amiral Courbet et rue Cuvigny, une fois que tout le petit pâté de maison sera refait. 714 000 avec un taux de subvention qui est plutôt bien finalisé à 52%. Le boulevard de la Fontaine Couverte et quelques réaménagements sur les tranches 1 et 2 du boulevard de la Fontaine Couverte, 450 000 euros. Pour l'instant, il n'y a aucune aide là-dessus. C'est un projet donc étude automne prochain et travaux normalement janvier 2023. Et le plan global de sécurisation routière, 750 000 euros. Alors c'est énorme, mais dedans on a le projet du parking de bus. Vous savez, la gare routière, un projet qui date aussi là de quelques années, qui est au point mort actuellement et qu'on va relancer au moins en termes de réflexion avant l'été. J'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec le président Morin qui m'a dit qu'il était OK pour qu'on continue à travailler sur ce projet, mais j'aimerais en mesurer d'abord la pertinence, parce que les remontées que je peux avoir, notamment de la part du collège, me font penser qu'on n'est peut-être pas obligé d'investir autant sur ce projet-là, donc ce qui serait une bonne nouvelle si ce projet était revu à la baisse. Je reviens sur les pistes cyclables. 60 000 euros, c'est le montant qui avait été inscrit au PPI de départ l'an dernier. Ce montant sera abondé, puisque dans le cadre du Lègue-le-Court et du plan vélo qui vous sera présenté prochainement, qui a été travaillé en lien avec le cabinet Émergis et la communauté de communes, il y a nécessité, selon nous, de marquer une volonté politique un peu plus forte. Donc ce montant sera réévalué. Je ne vous donne pas le montant pour l'instant parce que je ne le connais pas. Il faut qu'on voit globalement comment ça peut s'arbitrer. Mais on sera, j'espère, au moins 100 000 euros et non pas 60 000. Avec un taux de subvention qui lui aussi est amené à bouger, puisque il y a des appels à projets ici ou là. À partir du moment où on a un plan vélo qui est organisé, structuré, ce qui est le cas maintenant, puisque grâce au cabinet Emergis, au niveau de la CDC, on a un projet vélo qui est stabilisé. On pourra aller chercher des subventionnements sur des projets. Je sais que le département a inscrit dans son contrat de territoire cette volonté d'accompagner les collectivités sur les voies cyclables. Donc voilà. Objectif suivant, préserver les ressources naturelles et limiter l'impact sur l'environnement. 460 000 euros. Donc on a le projet autour du plan d'eau. 356 000 euros avec un taux de subvention alors qui est très faible, qui sera au-delà de ça, normalement. Bien au-delà, j'espère. L'installation de récupérateurs d'eau de pluie, on a une enveloppe de 19 000 euros. Et l'installation de panneaux solaires, 50 000 euros, avec un subventionnement à 45%. Là, on n'en est qu'à la phase d'étude par rapport à l'installation des panneaux. Alors, après on arrive sur la conclusion de ce long propos. L'évolution des investissements, donc on voit sur la mandature précédente, il avait été investi et dépensé 15,3 millions. Là, on est sur une trajectoire où on serait à 21,8 millions. Alors, ces 21,8 millions sont un peu faussés, puisque des gros projets qui auraient dû être faits sous la mandature précédente le sont sur la nôtre maintenant. Je pense aux halles, au CDCN et au cinéma, ce qui explique qu'on ait cette pointe à 8,4 millions en 2022. Sachant que sur les 8,4 millions, il y a 2,3 millions de report de crédit. Mais voilà, on sera en moyenne
sur notre mandature à 3,5 millions à peu près d'investissements par an. Et vous voyez, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, ce phénomène où en début de mandature, ça grimpe, et puis petit à petit, quand on arrive vers la fin, ça redescend. Et là, en 2026, on devrait, si le projet a été mis en place et si on n'a pas eu de retard, on sera à 1 million la dernière année en 2026 d'investissement. Voilà. Peut-être par rapport à ça, juste un point qui conditionne la mise en œuvre des investissements, c'est la difficulté qu'ont les collectivités locales avec les entreprises dans le cadre des marchés publics. On s'aperçoit que la situation est tendue. Alors on le sait, l'effet Covid n'a pas aidé, tout redémarre en même temps. L'État a fortement incité les collectivités à investir, sauf que les entreprises ont du mal à répondre. Les coûts s'envolent puisqu'il y a une instabilité au niveau des matières premières. Donc c'est pas simple. La commission d'appel d'offres s'arrache les cheveux à chaque fois pour avancer sur la mise en œuvre des projets. Mais on travaille de façon à ce que les projets puissent se mettre en place les uns après les autres sans prendre trop de retard. Et enfin, le dernier petit graphique, le petit anneau. Comment on va financer tous nos investissements? Donc, on estime, je vous disais, 35% des investissements seront financés par des subventions de nos partenaires, l'État, la région, le département, notamment dans le cadre des contrats de territoire pour ces deux. On a une épargne nette à 11%. Des cessions de parts sociales, on en avait parlé l'an dernier, à hauteur de 400 000 euros. Alors on pensait faire 800 000 au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez l'an dernier. Donc tout compte fait, on fera que 400 000 en 2022 et 400 000 en 2023, puisqu'on arrive à étaler un petit peu mieux. L'emprunt, on mobiliserait 950 000 en 2022 et 2,8 millions en 2023, ce qui nous fera 3 750 000, sachant qu'on avait dit l'an dernier qu'on irait jusqu'à 4,2 millions. Donc on a encore un peu de marge. Si à un moment il y a besoin, soit pour financer des choses particulières d'ici la fin du mandat, ou si voilà. L'autofinancement, c'est le FCTVA, la taxe d'aménagement, tout ça, c'est 20%. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Bien, c'était un petit peu long, c'est toujours un petit peu long, mais c'est important parce que ça donne un peu de perspective sur notre action au quotidien et sur une durée un peu plus longue. Voilà, le débat est ouvert. Ça fonctionne. Une réflexion pour commencer d'ordre pratique. Je ne crois pas qu'on en soit puni, mais la présentation que vous avez voulu plus dynamique par la présentation sur un tableau, nous permettant à nous de nous tourner régulièrement de cette façon-là. Je vous remercie. Je pense que vous n'avez pas voulu nous punir, mais en fait, on est dans une situation pas très confortable. Alors, après, vous avez animé, je vous remercie, et c'était effectivement bien présenté, il n'y a pas de sujet, mais reconnaissez que notre position ce soir, en tout cas la mienne, peut-être que j'aurais dû aller à votre place et vous ici, peut-être qu'effectivement on aurait inversé les rôles. Je blague. Non, mais toutes mes excuses. Alors c'est vrai qu'on aurait un deuxième, en plus on en a un deuxième écran. L'an prochain, il faut mettre un deuxième par là, quoi. Oui, même la prochaine fois. Ah oui, même la prochaine fois. Il faut. Non, mais je compatis. Je mets ça sous le compte de la maladresse, mais c'était pas plaisant. Tout à fait. D'autant que vous êtes écarté des dossiers et à raison, puisque c'est plutôt dynamique. Mais pour le coup, nous, c'est un peu. À un moment donné, je me suis demandé si. Je fasse un choix, quoi. Soit je reste en face de vous, soit je. Ça fait de l'exercice. J'ai décidé de vous regarder. C'est gentil, Jean-Luc. Alors, on a juste quelques petites questions en fait sur le document. Alors, pas forcément sur la présentation qui vient d'être faite, mais sur le DOP que nous avons eu et les tableaux. Notamment par rapport aux réalisations 2021. Il est indiqué qu'il y a eu 5 910 € d'acquisition pour de la vidéoprotection. On aimerait bien savoir exactement où on en est. Est-ce que cette vidéoprotection a été installée? Est-ce que ça doit être des caméras mobiles, il me semble? Voilà, où on en est par rapport à ça. Et juste pour qu'on comprenne bien tous les tableaux, il y a eu 5 910 € de mandatés et en recettes titrées, il y a eu 7 882. Donc j'imagine que c'est des recettes de l'année d'avant liées à l'achat des précédentes caméras ou pas du tout. C'est juste qu'on comprenne bien entre ce qui a été mandaté et ce qui a été titré, entre les recettes et les dépenses.
Donc là, vous êtes que sur la vidéoprotection, les deux questions. Juste, hein. oui, c'est l'exemple de la... Mais il y en a D'accord. d'autres lignes, en fait. Donc je pense que c'est plus une question de décalage. report ou de décalage des recettes. Alors, C'est juste pour savoir. Alors, ce que je vais faire, je vais faire un point sur la vidéoprotection complet, comme ça vous aurez la réponse à vos questions. Sur la vidéoprotection, donc la première phase, c'était ce qui a été installé autour de l'école de musique sous la précédente mandature. Il y a eu des décalages de perception, notamment, je parle sous le contrôle des services qui sont dans la salle, il y a eu des décalages de perception des aides qui nous étaient promises, je crois notamment de la côté de commune. Je ne sais pas si on l'a eu. Ouais. Mais voilà, il y a des petits détails comme ça, donc ça peut expliquer une partie du décalage. Concernant l'essentiel, qui est globalement ce qui a été dépensé cette année, donc c'est la caméra mobile, de fait. Donc elle est enfin arrivée. On a eu beaucoup de mal à la voir parce qu'elle venait de je ne sais pas où, et elle s'était perdue, elle est arrivée. Parallèlement, les services ont travaillé sur le schéma, puisque vous savez qu'on ne peut pas installer une caméra comme on veut, et donc le schéma a été validé par les services de l'État à la fin de l'année. Donc, on va enfin pouvoir l'utiliser. Parallèlement, on y reviendra un peu plus tard, mais il y a un projet donc, sur 2022 notamment, de travailler, on vous présentera une proposition d'investissement complémentaire sur la mise en place d'une caméra à 2 endroits notamment, en fixe, la place Holman pour sécuriser notamment l'épicerie et les commerces qui sont là-haut et faire en sorte que les enfants ne montent pas sur les toits. Parce qu'on a régulièrement l'été des enfants sur les toits du centre commercial là-haut. Et le deuxième endroit où potentiellement il pourrait en être installé une, mais j'attends le retour de la commission sport là-dessus, c'est la sécurisation du stade Henri Moulin, où on a eu de fortes dégradations en 2021 qui nous ont coûté cher, qui n'ont pas été remboursées par les assurances. Et l'idée, c'est d'investir sur ces 2 lieux. Donc au niveau administratif, les services on a travaillé pour élargir le périmètre, d'une part pour prendre date et pour pouvoir avancer au fur et à mesure de la mandature, mais aussi pour utiliser notre caméra mobile. Parce que l'intérêt de la caméra mobile, c'est quoi ? C'est de pouvoir sécuriser ponctuellement une zone où on a un problème. Donc soit un événement, soit des déchets sauvages, et c'est pas ce qui manque. Donc voilà, donc l'utilisation, on a juste un petit aspect technique là maintenant, c'est le mât, mais ça va se solutionner assez vite avec les services techniques, et donc logiquement cette caméra pourrait être mise en œuvre logiquement avant l'été. Oui, toujours dans les dépenses. J'ai vu dans la mission environnement qu'il y avait eu, ça fonctionne le micro, il y a eu des installations pour 21 000 € de récupérateurs d'eau de pluie. On aimerait savoir où est-ce que ça a été installé. Ça a été installé au service technique. Pour quelle utilisation, lavage? C'est les 2 grosses cuves qui sont enterrées et qui récupèrent l'eau du bâtiment, enfin les eaux de pluie du bâtiment qui est juste à côté du pôle ESS. Il y a 2 cuves enterrées, tu pourras venir voir au service, qui doivent faire, alors je ne sais plus combien, 20 000 litres, je crois. C'est 2 grosses cuves et qui servent à nettoyer les engins. Ils ont découvert en fin de compte que les eaux de pluie n'étaient pas connectées à un réseau d'eau de pluie, ça partait dans le sol. Donc plutôt que de le connecter, ils ont pris de la solution en tout début de mandat. Ça a été fait l'année dernière, mais la décision a été prise en début de mandat d'enterrer 2 cuves. Et puis juste pour les prévisions de panneaux photovoltaïques, où est-ce que vous prévoyez de les installer? Alors, il y a un travail qui est fait par Jean-Marc et Maurice Benaya, directeur des services techniques. Bonjour. Oui, là on attend tout simplement un service spécial qui va nous faire les études pour savoir où et comment installer et puis voir le budget. C'est tout, mais c'est en cours. Juste pour appuyer un petit peu, il faut analyser les bâtiments, il faut analyser l'orientation, il faut voir le bien fondé de panneaux ou pas. Donc c'est une étude qui est assez longue. Et c'est complètement différent, mais il y a celle sur le boulodrome aussi. Donc, voilà. Mais vous serez au courant au fur et à mesure dès que les décisions auront été prises. Béatrice Martin ?
Dans le PPI, il y a 100 000 € de prévus pour créer un circuit pédestre et une application numérique pour découvrir le patrimoine. On en avait déjà échangé avec Grégoire. La somme nous paraissait importante. Qu'est-ce que vous avez envisagé derrière ces 100 000 €? La somme, elle est importante pour une dépense qui probablement le sera aussi. J'ai déjà fait plusieurs visios avec des entreprises spécialisées dans ce genre de prestations. Alors, les prestations, elles peuvent être tout à fait simples et requérir, écoutez, quelques milliers d'euros, mais elles peuvent être aussi beaucoup plus abouties. Et voilà, j'ai une entreprise en tête qui s'appelle Render, je crois, qui propose des prestations et de très grande qualité qui correspondaient en tout cas à l'idée que je me faisais de ce projet. Et on est aux alentours de 80-100 000 €. Voilà, donc voilà, c'est une somme prévisionnelle. On verra où ça nous mène, mais c'est un projet ambitieux, quoi. Donc ça nécessite au moins ça, je pense. Ça fait partie les 100 000 €, ça fait partie de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des projets qui ont été organisés en début de mandature, provisionnés et estimés, je dirais, à la louche, et qui, au fur et à mesure où on travaille dessus, s'affinent, soit à la hausse, ça peut arriver, soit généralement à la baisse, avec des taux de participation et d'aide complémentaires. Et c'est l'exemple type du projet, tout comme les panneaux photovoltaïques. Je crois qu'il y a 50 000 € de mémoire pour ça. Ça fait partie, voilà. On a estimé, les services ont estimé une enveloppe qui nous permettrait de travailler et développer ces actions. Et au fur et à mesure, ça va s'affiner. Valérie Marie-Roquette. Oui, je me permets juste par rapport à une navette interquartier. Pourquoi est-elle reportée si loin en 2024, étant un projet de 2022? Et savoir est-ce qu'elle serait ou sera-t-elle électrique? Alors, pourquoi elle a été reportée? Tout simplement parce que donc, on est accompagné par le CEREMA et le CEREMA a pris du retard et qu'on voulait attendre le CEREMA puisque dans le cadre de Petite Ville de demain, on peut bénéficier d'une étude gratuite. Donc, tout comme le Petite Ville de demain a été décalé, tout se décale. Et là, la réunion de démarrage a eu lieu de mémoire en janvier. Et pour vous montrer à tel point ils sont débordés, c'est qu'ils nous envisagent une restitution pour septembre. D'accord, donc 9 mois d'études. Donc c'est pour ça qu'on a décalé. Au début, on voulait 2022, c'était vraiment le meilleur des cas parce qu'il fallait vraiment travailler sur les itinéraires ou autres. Là, on a mis 2024, je crois, c'est ça, hein, les 100 000. Mais là aussi, les 100 000, c'est une somme qui a été indiquée comme ça, parce qu'un élément de réponse que l'on n'a pas aujourd'hui, et le CEREMA nous aidera peut-être, c'est est-ce qu'on part sur une DSP ou est-ce qu'on part sur une régie? Si on a une DSP, on n'a pas besoin d'investissement, ou quasiment rien à part pour les arrêts, éventuellement. Si on part sur une régie, il faudra investir dans un ou deux véhicules. Donc, et pour la deuxième question, est-ce qu'elle sera électrique? J'espère. Maintenant, aujourd'hui, j'attends le résultat de l'étude. Madame Devel. Oui, l'an dernier, à cette même époque, quand on avait étudié le DOB, votre premier DOB, vous aviez évoqué, parmi les nombreuses mesures de votre projet municipal, l'ouverture en août du centre de loisirs. Alors, on est étonné de voir que dans ce DOB, il n'y a plus du tout cette ligne. C'est peut-être un oubli de votre part, ou en tout cas, où en est-on par rapport à l'ouverture qui était une de vos mesures phares pour les familles sur Falaise, où en est-on par rapport à l'ouverture cette année au mois d'août, puisque c'était écrit 2022 dans le précédent DOB. Merci. Donc, pour l'ouverture du centre de loisirs, on a une réunion qui est prévue avec les parents pour quantifier le nombre de parents qui sont intéressés par le centre de loisirs, puisqu'aujourd'hui, on a fait un sondage l'an passé au niveau des passeports été, puisque les passeports été, c'est au mois d'août, et on a très peu de parents qui sont intéressés par l'ouverture du centre de loisirs au mois d'août. Donc on va rencontrer les parents normalement au mois d'avril pour voir ce qu'on peut proposer pour le mois d'août, puisqu'on va sûrement travailler un paquet de partenariat avec les centres de loisirs de la communauté de communes. Alors ça veut dire que vous prévoyez, vous allez peut-être le prévoir au mois de mars dans le budget, vous allez prévoir quand même des lignes, éventuellement, si vous mettez en place le centre de loisirs en août, j'imagine. Pour l'instant, on pense qu'il y aura très peu de parents qui vont être intéressés, donc ça sera à la marge.
Mais on va reconduire le passeport été pour le mois d'août. Peut-être qu'il sera modifié, mais on reconduira le passeport été pour le mois d'août. Et puis, une dernière petite question. Vous aviez, parce qu'on en a plein d'autres, hein, mais vous avez dans votre PPI parlé d'éco-pâturage. Vous en êtes où par rapport à l'éco-pâturage? Parce qu'on n'a pas vu de mouton encore dans la commune. Il faut arriver sur les bons points, donc on attend de... Alors, il y a eu des moutons, il y a eu un test de fait au printemps. Oui, il y a un an. Hein. Il y a eu un test de fait derrière, dans le Val d'Ante. Il y a eu un test qui a été moyennement satisfaisant. Il y a eu une évaluation de fait en fin de test. Lié à différents points, la pertinence, le nombre d'animaux, la superficie, la hauteur de l'herbe au départ. Enfin voilà, ils ont analysé de façon précise. L'idée, c'est de ne pas reconduire pour cette année cette opération avec sous la même forme que celle qui a été utilisée l'an dernier. Par contre, je sais que les services, c'est Kevin Leger qui suivait le projet avec Sandrine. Est-ce que vous l'avez pour cette année ou plutôt l'année prochaine? L'année prochaine? Ouais. Donc il y aura, on retentera l'éco-pâturage, on le retestera donc en 2023 avec un autre prestataire qu'on a identifié, qui est du Puy de Falaise, qui fait aussi et qui a des animaux qui répondent peut-être mieux à la problématique que l'on a. Oui, parce que c'est un projet pluriannuel. C'est-à-dire que on met 5 000 € tous les ans, voilà. Mais en 2022 en fait. À première vue, le fait que le technicien qui le gère au niveau des services n'est plus là pour le moment, vraisemblablement. Alors donc, je disais que c'était un agent des services qui est parti maintenant, qui suivait ce dossier. Donc on avait fait un premier test avec un premier prestataire qui ne s'est pas révélé du tout satisfaisant. Et on avait rencontré un second prestataire qui nous semblait beaucoup plus pertinent. Donc avec qui certainement on essaiera un second test, mais on attend que le remplaçant, que la restructuration des services techniques soit faite pour avoir vraiment quelqu'un qui suit ce dossier au niveau technique, quoi. Voilà. Je me permets, parce qu'on a cité Kevin Leger, de remercier l'engagement de Kevin au sein des services techniques et à travers Kevin l'ensemble des agents de la collectivité. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements par rapport à ce débat d'orientation budgétaire? Non. Donc, on continue à travailler dans le cadre de ces orientations pour vous présenter un budget lors du prochain conseil municipal, donc le budget 2022, qui reprendra l'ensemble de ces orientations. Je vous propose de passer à la délibération suivante, la numéro 4. Vous savez que dans le cadre de Petite Ville de demain, on est membre, entre autres, d'un certain nombre d'associations, et notamment l'association des villes moyennes. Et dans le cadre de cette adhésion, on a été sollicité pour apporter notre soutien à une motion demandant une dotation énergie. Vous voyez que c'est un point qu'on n'a pas évoqué dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, mais par exemple, vous verrez
l'examen du budget 2022 qu'on envisage à minima une augmentation de 40 000 euros des coûts de chauffage sur 2022. Et c'est une hypothèse plutôt basse si jamais notamment le conflit ukrainien prenait de l'ampleur. L'idée, c'est de demander à l'État d'accompagner les collectivités locales sur le financement de la hausse de l'énergie, que ce soit chauffage, électricité, entre autres. Donc, l'association des petites villes de demain appelle toutes les villes à adopter un vœu en conseil municipal pour soutenir la mise en place d'une dotation énergie permettant de compenser la hausse inédite des coûts d'énergie. Que je vous sollicite pour donner votre accord sur un soutien à une motion de l'association des petites villes de demain pour que soit mise en place cette demande de dotation. Ces petites villes de France, pas de demain? Oui, de France, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je passe la parole à Jacques Lebray pour un rapport en modèle simplifié qui vous a été transmis tout à l'heure, de façon à ce que ce soit plus dynamique. Merci. Ouais, vous avez un rapport sur 2 pages. J'avais demandé au service de le faire un tout petit peu plus concentré, parce que c'est assez long à lire. Et de toute façon, on sera amené à en discuter en conseil quand on aura pris les décisions afférentes à ce dossier. Donc l'ordonnance du 17 février 2021 oblige les employeurs publics à financer la protection sociale complémentaire de leurs agents sur 2 volets. Le volet prévoyance, avec un montant de référence. Alors les montants de référence, on ne les a pas notés tout simplement parce qu'on ne les a pas. Il y a des négociations au niveau des ministères entre les partenaires sociaux pour estimer quel montant de référence va être la valeur. Donc la même chose pour les contrats santé, les mutuelles. Donc, on rappelle un petit peu plus loin les enjeux de la protection complémentaire, mais ça, c'est toutes les collectivités les rappellent. C'est une attractivité pour la fonction publique territoriale, parce que bien évidemment, dans le privé, tout le monde a obligation d'avoir une mutuelle, une prévoyance. Le public, quel que soit le versant de la fonction publique, ce n'était pas une obligation jusqu'à ce jour, ça va le devenir. Pour les agents, bien sûr, c'est un nouveau composant de l'action sociale qui favorise leur reconnaissance. Nous, ça nous va bien parce que ça vient en complément du CNAS, pour lequel vous aviez donné un avis favorable. Donc, dans la reconnaissance sociale des agents, c'est un très bon point. Je ne m'étale pas après, tout le monde sait ce qu'est une mutuelle, tout le monde sait ce qu'est une prévoyance. La politique des collectivités publiques faisait que depuis 2011, il y avait possibilité de le faire. On a rappelé combien le faisait, 60% à peu près. La ville de Falaise n'avait pas, à l'époque, l'ancienne mandature avait validé le fait d'aller sur la prévoyance et pas sur la complémentaire santé. Donc on rappelle qu'on avait voté une participation de 15 €. Alors là, je fais juste un petit point de détail. Il y a 2 façons. Il y a soit la labellisation, c'est-à-dire c'est l'agent qui choisit son contrat et la collectivité lui paye les fameux 15 €. Soit, et c'est ce qu'on va vous demander dans la délibération après, c'est une convention de participation, c'est-à-dire que c'est la collectivité qui choisit les contrats et l'agent y adhère après. Donc on a rappelé que la ville a monté une participation de 15 €. Alors là, c'était un contrat de labellisation. Il y a 58 agents qui ont pris sur un effectif de 160, donc c'est pas non plus... alors, peut-être qu'il y en a qui ont un contrat qui n'est pas labellisé et qui l'ont gardé, mais voilà, on sait aussi qu'il y a des agents qui n'ont pas de prévoyance. Alors, la délibération apporte surtout sur le fait que les centres de gestion, je ne sais pas si on l'a voté à la CDC, on sait le voter, c'est que les centres de gestion du Calvados, de l'Orne et de la Seine-Maritime se mettent en commun pour travailler sur le dossier et pour avoir des conclusions de ces conventions auxquelles on pourra adhérer ou pas. On sera toujours libre de notre adhésion et il y aura dans un deuxième temps, on sera libre aussi de la quote-part qu'on amène. On aura obligation, on l'a rappelé au départ, sur le contrat de prévoyance, on est obligé de prendre en charge 20% du montant de référence, c'est le minimum, et sur le contrat de santé, 50% du montant de référence. Avec les 2 dates, alors les centres de gestion
vont travailler pour que potentiellement, 1er janvier 2023, les collectivités peuvent adhérer. Nous, on voit la prévoyance, on l'a déjà fait depuis 2018. Il faudra se poser la question sur la complémentaire santé. Donc voilà, je pense que je te laisse lire la fin de la délib. Je pense que, à moins que vous ayez des questions. Oui, ce soir, on acte juste la démarche, en fait. On vote, c'est ça, pour la Voilà, démarche. On n'est pas encore sur un choix définitif On n'est entre pas la sur un labellisation. C'est ce qu'on s'est dit en Ouais, comité ouais. technique. De toute façon, avant le choix définitif en conseil, il y aura un débat en comité technique et un dialogue social malgré tout. C'est vraiment la démarche pour laisser libre choix au centre de gestion et pour nous leur donner tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur notre collectivité. Je laisse lire la fin. Bien, je vous propose de mettre aux voix. Donc, il est proposé au membre du conseil municipal, de prendre acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection sociale complémentaire des agents territoriaux et d'autoriser la participation aux enquêtes et réunions du centre de gestion afin de connaître les intentions et souhaits des collectivités et de leur établissement en matière de prestations sociales complémentaires. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est accordé. Délibération 6, les effectifs. Le tableau des effectifs, l'annexe 4, je ne sais pas si tout le monde a réussi à la télécharger. Oui. Parce que ouais, moi j'ai eu un petit problème, c'est pour ça que je demande, mais c'est... Ouais, donc voilà, vous voyez qu'on ne met pas dedans les emplois de cet été, ça sera une autre délib au mois de mars. On a fait ça surtout parce qu'il y a l'agent du camping qui est à embaucher, puisque le camping ouvre le 1er avril. Donc il y a aussi le recrutement d'un agent vacataire qui va être pris pour former la police sur... Alors il faut que je rappelle exactement le maniement du bâton et des générateurs d'arrêt au sol. C'est-à-dire que les policiers municipaux doivent être formés pour ces prises d'armes, parce que c'est des armes, et le CNFPT n'a pas à disposition de formateurs sur ce sujet. Donc on est obligé de prendre quelqu'un extérieur qui est un policier municipal qui a la capacité de le faire, mais on a besoin de ce recrutement du vacataire, qui nous permettra de le rémunérer. Et pour l'espace de tourisme, d'un poste d'agent à temps non complet, 20-35e, et un poste d'agent d'entretien à non complet à 15-35e. Voilà, c'est ce qu'on fait régulièrement, et on vous en proposera une autre au printemps pour les agents du centre de loisirs. Voilà. Merci. Donc, afin d'approuver, je vous demandais d'approuver les propositions de création d'emplois dont le détail vient de vous être présenté par Jacques Lebré. Ces dépenses qui en résulteront seront couvertes par les crédits inscrits au chapitre 012. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 7, c'est le compte-rendu des décisions que j'ai prises en votre nom au cours du 4e trimestre 2021 et du 1er trimestre 2022, tout au moins jusqu'à cette date. Décision 2179 portant création d'une régie temporaire de recettes pour la patinoire de Noël. La 2180 portant fixation des tarifs de la boutique du musée des automates et du musée André-Lemaître. 2181 portant fixation des tarifs pour la vente de gants pour l'accès à la patinoire. 2182 portant fixation des tarifs de la boutique du château, produits complémentaires Alice au pays des merveilles. 2183, l'attribution du marché 2021-15 d'Estup, lot 4, restructuration des halles, face clos couvert. 2184, marché 2021-20 des CRP, cinéma, déclaration d'infructuosité des lots 3, 7 et 8. Décision 2185, CDCN, attribution des lots 4, 5, 6 et 7. Décision 2186, cinéma, attribution des lots 5, 6, 9 et 10. Décision 2201, cinéma, attribution des lots 6, 9, 10, remplace et annule la décision 2186. Décision 2202, fixation tarif pour les ateliers pédagogiques organisés par le musée des automates. Et décision 2203, portant tarif pour les ateliers du centre socio-culturel. L'ensemble de ces décisions étaient et sont disponibles à la consultation au secrétariat de la DGS. Est-ce qu'il y a des... C'est une prise d'acte, il n'y a pas de questionnement.
Parfait. Je continue avec la délibération suivante qu'on va tenir en séance ouverte, puisque le client, c'est la communauté de communes. Et surtout, ne partez pas, parce qu'on a fait partir la feuille d'émargement un peu tardivement, donc elle est à Valérie-Méréauquette, donc le côté là, vous n'oubliez pas de signer avant de partir. Délibération numéro 8, cession de terrain au profit de la communauté de communes du Pays de Falaise. Alors, vous savez que dans le cadre des relations que la ville, la communauté de communes ont avec la DGFiP, il y a une discussion depuis 2 ou 3 ans déjà, dans le cadre de la réforme des services des impôts en France. On a récupéré un certain nombre de services au niveau du centre administratif. On en a perdu d'autres. Mais malgré tout, persiste une problématique de coût de loyer pour la DGFiP, qui paye relativement cher de loyer là-haut, sur des locaux qui sont peut-être plus complètement adaptés à ces nouveaux besoins et qui nous, on va dire, exerce une amicale pression sur la communauté de communes et la ville pour que l'on l'aide à rester sur le territoire. Voilà, je la fais courte, mais c'est un petit peu ça. Donc l'idée, c'est d'accompagner la communauté de communes à porter ce projet pour qu'elle puisse construire un nouveau bâtiment qui permettrait d'accueillir dans de meilleures conditions, qu'elles soient financières ou d'espace, les services des impôts. Et à ce titre, je vous propose que la ville cède à l'euro symbolique l'équivalent de 2000 m² de mémoire. C'est ça, 2000 m² au niveau de la caserne. Alors le terrain, si vous voulez le visualiser un petit peu, alors, je crois vous avez un plan en annexe. Hein. Il y a le plan en annexe. Sinon, c'est le terrain où FH avait stocké ses gravats là, à une époque. Donc c'est sur cette emprise qu'on définirait une zone de 2000 m². Et la ville céderait à l'euro symbolique à la communauté de communes pour qu'elle, derrière, puisse construire ce nouveau bâtiment. Voilà, j'ai essayé d'être précis. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce projet ? Oui, alors juste pour information, merci Jacques. La ville a consulté Services et Domaines sur la valeur de l'emprise. Le terrain est estimé à 75 000 €. Mais c'est une condition pour garder les impôts à Falaise. Voilà, si on fait simple. Est-ce qu'il y a... Juste une question. Oui. Est-ce que les bâtiments qui sont au bout, qui sont abandonnés, là, vides, vont être abattus alors, non. à ce moment-là ? Alors les bâtiments qui sont au bout ne sont pas abandonnés, tous en tout cas. Non, il y a les Restaurants du Cœur qui en utilisent les 2/3. Il y a le château qui stocke des choses. Et il y a une volonté de notre part de conserver cet angle pour rappeler que c'était une caserne, parce que sinon il n'y a plus rien. C'est le dernier bâtiment qui reste. Et on a une sollicitation de quelqu'un qui a éventuellement un projet là-haut. Voilà. On en saura peut-être plus. On ne sait pas si ça aboutira ou pas. Mais l'idée, c'est vraiment de conserver ce petit morceau-là. Sur la valorisation 1 € par rapport à la valeur du domaine, c'est pas la première fois, il y a la dernière fois que ça arrivera. Et inversement. Tout à fait. C'est la ville et la CSC. Ceux qui peuvent s'en émouvoir ou découvrir, c'est pas la première fois. Tout à fait. Et puis, derrière, il y a une volonté commune de la CDC et de la ville de garder les services des impôts à Falaise. Quoi. Donc tout le monde fait un effort. Voilà. Est-ce qu'il y a des objections à cette session ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Les signatures sont arrivées, super. Est-ce qu'il y a des questions diverses ? Pas forcément de questions. J'avais juste, pour appuyer votre hommage tout à l'heure aux 3 hommes de Falaise qui sont malheureusement partis, je voudrais aussi qu'on ait une pensée pour Fernand Chenevière, qui est décédé la semaine dernière et qui a été inhumé cet après-midi, qui était trésorier de la section UNC, l'Union nationale des combattants au Pays de Falaise, depuis 1978. Et voilà, il était très présent, il était présent à toutes les cérémonies patriotiques. Et je voudrais aussi qu'on puisse associer sa mémoire à ce conseil municipal d'aujourd'hui. Merci. Merci, je représentais la ville cet après-midi à cette cérémonie.
Merci Madame Devel. Juste pour vous dire que le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 28 mars et ce sera un conseil municipal relativement financier puisqu'on examinera donc le débat le conseil administratif 2021 et le budget 2022. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole sur des questions diverses? Non. Eh bien, la séance est levée. Merci à tous.